Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous accueillir ce soir dans les arcanes feutrées de l'élite française. Ici, loin du tumulte populaire, pas de houleux débat, tout se décide dans la plus grande discrétion, entre gens de bonne compagnie, loin du fracas médiatique et des agitations démocratiques. Car voyez-vous, je ne vous apprends rien si je vous dis que le véritable pouvoir en France ne réside ni à l'Élysée, ni à Matignon. Oh, bien sûr, nos présidents et nos ministres font de leur mieux pour entretenir l'illusion. Mais en réalité, ce pays appartient à une poignée de familles, installées depuis des générations. Des noms qu'on ne prononce qu'à voix basse, ou pas. Des clans qui contrôlent des secteurs clés de l'économie, de la finance, de l'industrie et, bien entendu, de la politique. Derrière chaque grand groupe du CAC 40, derrière chaque empire bancaire, agricole ou pharmaceutique, se cache une lignée qui a su, au fil des décennies, tisser son réseau et verrouiller son influence. Laissez-moi vous faire les présentations et rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger une énième liste des plus grosses fortunes du pays pour ensuite leur taper dessus. Non, ce qui va surtout m'intéresser, et vous aussi, j'en suis certaine, ce sont les mécanismes de ce pouvoir invisible, ces dynasties qui règnent dans l'ombre, les alliances secrètes et les scandales soigneusement étouffés, quand c'est possible. Entrez donc, prenez place et laissez-moi vous conter l'histoire méconnue de ceux qui tiennent véritablement les rênes de la France et comment ils se battent pour les garder. Vous allez voir, ça explique beaucoup de choses. Je vous raconte tout dans un instant, mais juste avant, j'ai le plaisir de vous présenter notre partenaire de confiance, Vancelian, l'application qui révolutionne l'épargne en Europe. Anciennement Rain, Vancelian a su évoluer pour devenir un acteur incontournable, combinant la sécurité de la finance traditionnelle avec la puissance de la blockchain, le tout dans une plateforme unique. Vancelian, c'est avant tout des solutions d'épargne et d'investissement conçues pour maximiser vos finances. Leur produit phare, la solution flexible, vous offre jusqu'à 6,32% d'intérêt annuel. Ce qui est génial avec cette solution, les intérêts sont versés chaque jour. Vous voyez vos gains s'accumuler au quotidien et vous gardez la liberté de retirer vos fonds quand bon vous semble. C'est parfait pour faire croître votre épargne ou bâtir un capital solide. Pour les amateurs de crypto, Vancelian vous ouvre les portes de l'investissement avec plus de 90 cryptos disponibles pour diversifier votre portefeuille. Si vous voulez profiter sans suivre les marchés en permanence, laissez leur portefeuille automatisé faire son boulot. Il est géré par des traders professionnels. L'équipe optimise chaque investissement pour faire évoluer votre patrimoine crypto en toute tranquillité. Et pour ceux qui veulent plus de liberté, les cartes Vancelian vous donnent un contrôle total sur vos finances. Payez en euros ou en crypto, dépensez vos intérêts instantanément et retirez vos fonds à tout moment. Et ce n'est pas tout. En ce moment, profitez d'une offre spéciale pour investir dans le Bitcoin sans frais de transaction, valable du 20 janvier au 28 février. Que vous soyez novice ou initié, c'est l'occasion parfaite pour investir dans le Bitcoin sans frais cachés. Curieux d'en savoir plus? Alors téléchargez l'application Vancelian en utilisant notre lien dans la description. Je vais commencer avec une légende. Car ce que j'aime dans les légendes, c'est qu'il y a toujours un fond de vérité. Elles commencent avec un fait divers et elles se construisent et se développent autour jusqu'à parfois atteindre le merveilleux, mais elles ne sortent jamais de nulle part. Cette légende est bien française, on l'appelle les 200 familles et elle est elle aussi basée sur des faits réels. L'expression trouve son origine dans les années 30. Elle vient du socialiste Édouard Daladier, alors président du Conseil de France, l'équivalent d'un actuel Premier ministre. Il dénonçait alors les 200 puissantes lignées qui, selon lui, détenaient la quasi-totalité des richesses du pays et contrôlaient la Banque de France. La formule s'est ensuite généralisée pour désigner la concentration du pouvoir économique de France entre les mains d'un cercle restreint de grandes dynasties industrielles et financières. Depuis, la situation a évolué et l'expression est tombée un peu dans l'oubli, et pourtant, rien n'a vraiment changé. Les clans familiaux si prospères et si influents des années 30 sont pour la plupart encore là, et les Mullier, les Wendel, les Peugeot, les Rothschild et d'autres se sont joints à eux, et cette situation ne doit rien au hasard. Certaines, parmi les plus célèbres comme les Dassault ou les Bolloré, ont bâti leur empire en se positionnant sur des secteurs stratégiques, comme l'aéronautique, les infrastructures ou la défense. D'autres, comme les Arnault et les Pinault, ont su s'imposer dans le luxe et la grande distribution. D'autres encore, comme les Belon ou les Michelin, ont conquis le monde grâce à leur savoir industriel. S'il y a bien une famille qui incarne le capitalisme à la française, c'est celle de Bernard Arnault,
Avec LVMH, il contrôle le premier empire du luxe mondial et trône parmi les plus grandes fortunes du globe. Son rival historique, François Pinault, a suivi une trajectoire similaire en transformant son groupe Kering en géant de la mode et de la haute couture. Dans un registre plus populaire, la famille Mullier règne sur la grande distribution avec Auchan, Decathlon ou Leroy Merlin, tandis que les Leclerc perpétuent leur modèle de coopérative indépendante. Autre secteur clé, l'industrie lourde et le BTP, où la famille Bouygues s'est imposée avant d'investir dans les médias et les télécommunications. Michelin a façonné l'industrie pneumatique mondiale, tandis que les Decaux dominent l'environnement urbain via l'affichage publicitaire. Moins médiatisées, d'autres familles n'en sont pas moins très influentes. Les Bellon ont imposé leur vision dans la restauration collective et les services aux entreprises. Les Mérieux règnent sur le secteur de la biotechnologie et du diagnostic médical. Les Wendel, quant à eux, sont des figures historiques du capitalisme français, ayant bâti leur fortune sur la sidérurgie avant de se reconvertir dans l'investissement et la finance. Que des piliers du CAC 40. Ils sont tous capitaines d'industrie, grands négociants, propriétaires fonciers ou banquiers, ou bien ils sont héritiers de capitaines d'industrie, de grands négociants, de propriétaires fonciers et de banquiers. Et ces familles ont un autre point en commun, leur capacité à verrouiller leur pouvoir et leur position à travers les générations. Pour ça, elles s'appuient sur des réseaux d'influence soigneusement entretenus où se croisent élites économiques, politiques et médiatiques. Héritage, réseau, mariage stratégique, contrôle familial des entreprises cotées. En France, la réussite ne se construit pas seulement à la force du poignet, elle se transmet. Et pour ça, notre grand capital ne mélange pas les torchons et les serviettes. D'abord, on renforce le pouvoir en scellant de bonnes alliances matrimoniales comme on le faisait déjà au temps de la noblesse et des rois. Heureusement, de nos jours, ces mariages sont aussi sentimentaux et ils font même parfois l'objet des attentions de la presse people. La population a pu suivre la succession houleuse de la famille Dassault après la mort de Serge, le patriarche, et personne n'a oublié les drames autour de la vulnérabilité de Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal. Les Anglais se passionnent pour la vie tumultueuse de leur famille royale. En France, on n'a rien à leur envier. Les familles royales, on en a au moins 4. Les Arnaud, Bettencourt, Pinault et Wertheimer sont plus riches que les Windsor. Et derrière elles, on compte une quarantaine de multimilliardaires qui ne sont pas malheureux non plus et qui se fréquentent intensément. Et ça commence très jeune. Les enfants de l'élite se côtoient parfois dès le primaire ou le collège, dans des établissements privés et prestigieux comme l'école alsacienne ou les lycées Molière, Louis le Grand ou Janson de Sailly à Paris, le lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine ou le lycée jésuite d'Amiens. Ils se retrouvent plus tard dans les mêmes grandes écoles, Polytechnique, HEC, Sciences Po, l'ENA, qui ne sont pas que des institutions académiques. C'est ici que se forment des alliances précieuses pour l'avenir. Une fois en poste, on les retrouve dans des cercles encore plus exclusifs. Le Siècle, par exemple. Fondé en 1944, c'est un club privé parmi les plus influents, une sorte de mini Davos à la française. On y croise des PDG, des ministres, des hauts fonctionnaires et des journalistes de premier plan. Ils organisent des dîners qui permettent de tisser des liens ou de faire des rencontres loin des regards du public. À cela s'ajoute le jeu des conseils d'administration croisés, quand un même dirigeant siège dans plusieurs groupes stratégiques et garantit la continuité du pouvoir. Contrôler l'information est un autre levier essentiel. Plusieurs grandes familles ont compris que posséder un journal ou une chaîne de télévision permet de peser sur le débat public. Vincent Bolloré impose une ligne éditoriale qui sert ses intérêts sur CNews, Europe 1 et Canal+, tandis que Bernard Arnault et la famille Dassault, avec Le Parisien, Les Échos ou Le Figaro, disposent de puissants relais médiatiques. Et je rappelle qu'en France, 9 milliardaires seulement contrôlent 90% des médias privés. Ces empires ne servent pas seulement à faire des profits. Ils permettent d'orienter les discours, de façonner l'opinion publique et de protéger les intérêts des élites. Et l'influence de cette aristocratie invisible ne s'arrête pas aux affaires ou aux médias, puisqu'elle s'étend directement au cercle politique, où elle s'impose de 3 façons. D'abord, via le soutien financier aux partis ou aux candidats, dont le financement de campagnes électorales. En France, le financement des campagnes est strictement encadré, mais il y a toujours des moyens d'aider les copains. Des familles comme les Dassault ou les Bouygues ont déjà été impliquées dans des affaires de financement politique, notamment par des dons discrets ou des faveurs accordées aux candidats susceptibles de défendre leurs intérêts. Le deuxième mécanisme, ce sont les portes tournantes entre le public et le privé, ce qu'on appelle aussi le pantouflage. De nombreux hauts fonctionnaires et ministres rejoignent les grandes entreprises après leur passage au gouvernement, tandis que des patrons influents entrent en politique. Emmanuel Macron lui-même est passé par la banque Rothschild avant de devenir président. Enfin, ces familles ne se contentent pas d'attendre que les lois jouent en leur faveur. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour les influencer directement. À travers des think tanks, des cabinets de lobbying ou des rencontres avec les décideurs politiques, elles s'assurent que les réglementations restent favorables à leurs industries.
Lors des discussions sur la réforme de l'ISF, les normes environnementales ou du droit du travail, les grandes dynasties économiques ont su peser dans les débats pour orienter les décisions dans leur sens. Mais ce système d'influence, bien huilé, a ses failles. Parfois, des scandales éclatent et révèlent au grand jour des pratiques troubles, financements occultes, favoritisme, cadeaux fiscaux ou conflits d'intérêts. L'affaire Elf, par exemple, a ainsi exposé au grand jour la collusion entre élites politiques et économiques, illustrant parfaitement les réseaux qui unissent les grandes familles françaises et l'appareil d'État. C'est l'histoire d'une gigantesque caisse noire au sein d'une entreprise pétrolière publique française qui a servi à corrompre des politiciens, financer des partis, acheter des villas et des yachts et arroser des dictateurs africains. Dans les années 80-90, Elf appartient alors à l'État et gère des milliards grâce au pétrole africain que ses dirigeants détournent à l'aide de faux contrats, commissions occultes et financement de réseaux d'influence. Tout le monde se sert, hommes politiques, espions, industriels et proches du pouvoir. Quand le scandale éclate dans les années 90, c'est un choc. Des figures comme Loïc Le Floch-Prigent, l'ex-PDG de Elf, Alfred Sirven, son bras droit, et André Tarallo, surnommé Monsieur Afrique, sont jugés et condamnés pour avoir trop voulu renforcer leur position dans l'industrie pétrolière. Plus récente, l'affaire Bettencourt est un mélange de trafic d'influence, de financement illégal de campagne, de conflits familiaux et d'espionnage domestique autour de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal et femme la plus riche de France. Les scénaristes de Hollywood n'ont qu'à bien se tenir. Le grand public fait sa connaissance dans les années 2000 quand sa fille Françoise accuse un photographe mondain, François-Marie Bagné, de profiter de la vulnérabilité de sa mère pour lui soutirer des centaines de millions d'euros de cadeaux et porte plainte pour abus de faiblesse. Mais l'affaire prend une autre dimension en 2010, quand une domestique révèle des enregistrements secrets qui montrent que Liliane Bettencourt aurait caché de l'argent en Suisse pour échapper aux impôts et qu'elle aurait aussi financé illégalement des hommes politiques, dont Nicolas Sarkozy, alors président. Après des années de procès, Bagné est condamné et Sarkozy est blanchi, et Françoise finit par obtenir la tutelle de sa mère jusqu'à son décès en 2017. Un an plus tôt, en 2016, de nombreuses familles fortunées françaises ont été éclaboussées par des fuites massives de documents, les Panama Papers, qui révèlent l'existence de vastes réseaux d'optimisation fiscale à travers des sociétés offshore. Si ces pratiques n'étaient pas toutes illégales, elles ont mis en lumière l'ampleur du phénomène d'évasion fiscale parmi les grandes fortunes françaises, notamment chez les héritiers d'empires industriels et de groupes du CAC 40. Malgré quelques mesures prises ces dernières années pour lutter contre les mauvaises pratiques en matière d'impôts, comme l'augmentation des amendes ou la création du SEJF, Service d'enquête judiciaire des finances, le montant des ressources manquant au budget de l'État est toujours le même, évalué entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année. Quand on pense qu'il nous en manque que 50 pour revenir à l'équilibre. Un an plus tard, Serge Dassault, héritier du groupe aéronautique qui porte son nom et propriétaire du Figaro, a été condamné pour blanchiment et achat de votes à Corbeil-Essonnes, la ville dont il était maire. Il aurait distribué des sommes importantes pour influencer les élections. Cette affaire a révélé la manière dont certains industriels utilisent leur fortune pour peser sur la vie politique locale, parfois nationale et même internationale, comme dans l'affaire Bolloré en Afrique en 2018. Vincent Bolloré, le célèbre propriétaire de Vivendi et à la tête d'un empire logistique, a été mis en examen pour corruption dans l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Son groupe aurait utilisé ses réseaux et financé des campagnes publicitaires via sa filiale Havas pour favoriser l'élection des dirigeants togolais et guinéens, Alpha Condé et Faure Gnassingbé, en échange de contrats lucratifs. Sous la pression judiciaire, Bolloré a fini par plaider coupable en 2021, mais la Cour de cassation annule l'accord et ouvre un nouveau procès qui est toujours en cours. Depuis, Bolloré a vendu son empire logistique africain pour 5,7 milliards d'euros, une vente qui a mis fin à plus de 30 ans de domination en Afrique. Encore plus récemment, c'est la famille Mullier qui se retrouve pointée du doigt. En plus des accusations de violation des lois environnementales et de travail forcé qui pèsent sur la marque Decathlon, les Mullier font aussi l'objet d'une enquête journalistique pour des pratiques fiscales douteuses et pour avoir distribué en 2024 1 milliard d'euros de dividendes, tout en ayant licencié près de 2400 salariés d'Auchan. Comme quoi, tout ne se passe pas toujours comme prévu, même chez les plus puissantes familles françaises. Et malgré les sourires lors des dîners du siècle ou à Davos, sachez qu'entre eux non plus, ils ne se font pas de cadeaux. À l'image de Bernard Arnault en 2010 dans ce qu'on a appelé la bataille du luxe. Le coquin a tenté de prendre en cachette le contrôle d'Hermès, groupe concurrent dirigé par une autre grande famille, les Dumas. Le clan Arnault a discrètement acheté des titres Hermès via un montage de filiales jusqu'à atteindre 23% du capital sans prévenir les propriétaires, qui ne se sont pas laissés faire. C'est ce que l'on appelle une OPA rampante. Ça n'est pas très classe et surtout c'est mal vu par la justice qui a condamné en 2017 la famille Arnault à revendre les titres si mal acquis.
En 2020, Vincent Bolloré, encore lui, profite des conflits familiaux pour s'inviter dans la succession de Jean-Luc Lagardère, évincer Arnaud, l'héritier officiel, et faire main basse sur le groupe propriétaire de Hachette, Paris Match et Europe 1. Et ce ne sont que les exemples parmi les plus célèbres. Il existe beaucoup d'autres affaires, de plus petite ampleur, mais tout aussi intéressantes. Des querelles dynastiques, des tentatives de corruption, des cachotteries au fisc. Le problème est que pour toutes les citer, il me faudrait un peu plus de temps. Mais on remarque une chose. Malgré les scandales, les controverses, les tempêtes judiciaires, non seulement nos puissantes familles françaises sont toujours là, mais leur fortune, si bien protégée, a continué de grimper. Maintenant, vous savez pourquoi. Contrôle familial des entreprises via des holdings ou des pactes d'actionnaires, secteurs d'activité stratégiques, alliances tactiques scellées par des mariages et des réseaux scolaires d'élite, influence discrète cultivée au sein de cercles privés et de conseils d'administration croisés, maîtrise de l'information et ancrage politique, c'est ça la formule secrète des grandes dynasties françaises. Évidemment, vu de chez nous, les gens normaux, espérer atteindre un jour leur position, ça paraît difficile. Mais on ne baisse pas les bras. Au-delà de leurs querelles, tous les membres de ces grandes familles partagent une culture commune, celle de l'argent. Ils naissent dedans, sont spécialement éduqués pour occuper de hautes fonctions et prendre le relais quand le moment sera venu, et ils savent comment tourne le monde des affaires. Il faut donc commencer par là. Et c'est ce que toute l'équipe de Money Radar s'efforce de faire en vous proposant chaque jour de super contenus qui vous aident à comprendre les schémas des marchés ou de l'économie sans euphémisme et sans s'interdire aucun sujet. Cette indépendance, c'est à vous que nous la devons et à vous seul. Aucun milliardaire ne nous finance. Alors pour nous soutenir, c'est facile, abonnez-vous et rejoignez-nous sur votre réseau social préféré. Et juste avant de partir, laissez-moi vous rappeler rapidement l'opportunité de notre partenaire Vincelian. Cette plateforme innovante propose une solution flexible avec des intérêts quotidiens pouvant atteindre 6,32% par an, le tout avec une liberté totale de retrait. Pour les investisseurs en crypto-monnaie, Vincelian offre l'accès à plus de 90 cryptos avec la possibilité d'avoir un portefeuille automatisé géré par leur équipe d'experts. En ce moment, profitez d'une offre spéciale pour investir dans le Bitcoin sans frais de transaction, valable du 20 janvier au 28 février. On vous invite à télécharger dès maintenant l'application Vincelian via le lien en description pour commencer votre parcours d'investissement. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.